Bonjour et bienvenue à tous pour cette émission Exporter Plus qui est en direct du salon Classe Export. Nous avons aujourd'hui une thématique qui est effectivement très importante, c'est la Chine qui est une nouvelle politique et une nouvelle stratégie. Et nous avons pour cela réuni des intervenants prestigieux. Je vais commencer par Vincent Perrin qui est délégué général du Bifrance en Chine. Bonjour. Peng Wei qui est directeur général adjoint de la Bank of China. Philippe Hérault, qui est président de MISEL, qui est aussi président de la Commission internationale de la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon. Bonjour. Et bien sûr Daniel Gouffet, qui est le président des rails, que vous connaissez pour certains. Comme vous l'avez vu, il nous manque un intervenant, puisque Jean-Pierre Raffarin, qui était avec nous hier soir, pourtant à Lyon, a dû repartir. Il a eu l'amitié de nous enregistrer une petite vidéo qu'on va regarder déjà pour s'excuser. Très sincèrement, je voudrais vous présenter mes excuses pour ne pas être avec vous aujourd'hui à Classe Export comme je l'étais l'année dernière. Mais il y a un appel au Sénat pour que les sages viennent apaiser une situation qui est sur bien des plans consternante. Et je me dois d'essayer d'apporter ma pierre à une solution d'honneur. Je voudrais vous dire combien le débat que vous avez choisi me paraît important, puisqu'au fond, la Chine est à un grand tournant de son avenir. Une nouvelle génération vient de prendre les rênes du pouvoir. Les deux personnalités principales, M. Xi Jinping et M. Li Keqiang, sont des personnalités qui d'abord se sont préparées à l'exercice du pouvoir. Ce sont des personnalités extrêmement pragmatiques. Donc on peut penser qu'ils vont continuer une politique de réforme avec le sens du terrain, du concret, puisque ce sont plus des gens de terrain, de concret, que des aristocrates de la politique. Je pense vraiment qu'il y a chez eux une volonté d'avancer vers les réformes, mais naturellement, la limite de la réforme en Chine, c'est toujours l'unité, ce qu'ils appellent l'harmonie. Le scénario noir pour les Chinois, c'est le scénario de l'Union soviétique, l'éclatement des provinces et des républiques. Et donc cette volonté d'unité est sans doute la limite à tout ce qui concerne l'ouverture de la société chinoise, qui reste un des objectifs de la nouvelle équipe dirigeante. Au fond, avec le plan, qui est le 12e, qui trace l'avenir de cette économie, on voit très clairement se dessiner une Chine modernisée, une Chine qui va continuer avec des taux de croissance importants, même s'il y a un ralentissement de la croissance, notamment sur la côte, à l'est, mais quand on regarde à l'ouest, une région comme le Sichuan, qui est grande aujourd'hui comme l'Allemagne, a une croissance de plus de 15%. Donc il y a encore beaucoup de marchés, beaucoup de possibilités en Chine. Comment y travailler? Sans doute avec constance, avec les réseaux, et notamment les réseaux PME, que les PME s'organisent, travaillent avec les grandes entreprises, avec des plateformes comme celles que nous avons créées dans le Sichuan, à Chengdu, mais aussi naturellement que l'ensemble des réseaux puissent fonctionner pour aider dans les démarches administratives. Il ne faut pas croire que la Chine se gagne par la séduction, se gagne dans la rapidité, elle se gagne dans la constance et dans la fiabilité. Mais je connais des centaines et des centaines d'entreprises françaises qui ont réussi, qui se développent, dont on ne parle pas, qui gagnent beaucoup d'argent en Chine parce qu'elles se sont développées avec une certaine discrétion, mais beaucoup de détermination. En tout cas, c'est un des moteurs de la croissance du monde. La France ne peut pas être éloignée, distante, désintéressée, mésestimer ce moteur de l'économie mondiale qui est devenu la Chine aujourd'hui. Acceptez donc les excuses de Jean-Pierre Raffarin, qui est aussi premier vice-président de l'UMP. On n'a pas mis tous ses titres, et c'est pour ça qu'il est ce matin au chevet de son parti. Vincent Perrin, bonjour. Alors, on vient de parler, donc Jean-Pierre Raffarin vient de parler du changement de présidence et de gouvernance en Chine, qui est... On parle de quoi? Le président Xi Jinping a parlé de quoi? De rêve chinois, de renaissance chinoise. Ça veut dire quoi exactement? Oui, c'était exactement les termes qu'il a employés la semaine dernière lors de sa première intervention officielle en tant que secrétaire du parti à la télévision. Le rêve chinois, la renaissance chinoise. La renaissance chinoise, ce n'est pas simplement le titre d'une comédie musicale à succès de 2008, à l'époque des Jeux Olympiques de Pékin. C'est d'abord le sentiment
qui existe non seulement dans la classe dirigeante, mais dans la société chinoise, qu'un grand progrès a été accompli ces 20 dernières années à une vitesse incroyable qui nous a tous bluffés. 20 années de croissance à 2 chiffres et aujourd'hui le sentiment d'être en plein dans les 30 glorieuses de la Chine et d'assumer ce nouveau statut de deuxième puissance économique mondiale en se donnant les moyens d'une politique économique adaptée au contexte actuel. Alors quel est le contexte actuel? C'est un contexte, comme le disait Jean-Pierre Raffarin, d'un relatif ralentissement de la croissance. Enfin, dans le mot ralentissement, dans ralentissement de la croissance, il y a ralentissement, il y a surtout croissance. Parce que le ralentissement, on a encore quelle croissance en Chine aujourd'hui? On ne parle plus de croissance à 2 chiffres sur la côte. Ceci dit, à Tianjin, juste à côté de Pékin, on est à 15%. À Chongqing, on est à peu près à 15%. Dans certaines zones qui sont reculées des villes phares que nous connaissons bien, avec Héraï, Shanghai, Pékin, le sud de la Chine, le delta de la rivière des Perles, on est dans des zones urbaines qui sont déjà extrêmement développées, qui atteignent des niveaux de développement tels qu'aujourd'hui, la croissance, elle est plutôt à 5, 6, 7%. Mais il y a des moteurs de croissance à l'intérieur des terres qui nous permettent de penser qu'avec une politique économique adaptée, fondée sur peut-être d'autres moteurs de croissance que ceux que la Chine a connus ces 20 dernières années, on aura un chemin de croissance encore pour plusieurs années avec un certain optimisme. Est-ce que la disparité entre l'intérieur des provinces chinoises et la côte continue à augmenter ou est-ce qu'elle se réduit ? Il faut dire que ces dernières années, malgré les investissements d'infrastructures majeurs, la distance ne s'est pas réduite. Elle ne s'est pas accrue, comme ça avait pu être le cas au tout début de l'ouverture de la Chine, mais elle ne s'est pas réduite non plus. Mais on peut penser qu'aujourd'hui, avec les dépenses d'infrastructures majeures, le TGV qui met Xi'an et Zhengzhou à 1 heure de distance, alors qu'auparavant il fallait des heures et des montagnes à franchir, le TGV qui met Shanghai et Pékin à 5 heures de distance, fait qu'aujourd'hui les distances sont beaucoup plus petites et que les obstacles logistiques majeurs qui faisaient que les zones enclavées en Chine étaient beaucoup plus lointaines à développer sont en train d'être levées petit à petit. Et donc on voit bien aujourd'hui que le centre de la Chine, l'ouest de la Chine, où nous sommes présents à Chengdu, où nous sommes présents à Wuhan, où il y a une grosse communauté française avec des industries importantes dans l'énergie, dans l'automobile, Peugeot, on espère bientôt Renault, Alstom qui a racheté Wuhan Boilers, Valeo, tout l'automobile, toute la filière automobile peut gagner aujourd'hui à tirer parti de cette force industrielle. On peut penser aussi à Chongqing, où nos cimentiers sont là, mais où aujourd'hui la moitié des laptops mondiaux sont produits à Chongqing. On peut penser à Xi'an, autour de l'industrie aéronautique ou de l'industrie logicielle. Donc une grande diversité finalement sur le territoire chinois, avec des zones de développement. Alors les Français et la France finalement en Chine, et notamment la présence française en Chine, on a combien d'exportateurs qui exportent français, qui exportent en Chine ? D'après les statistiques des douanes, il y a aujourd'hui 10 000 exportateurs français vers la Chine. 10 000 ? C'est-à-dire 2 fois plus qu'il y a 5 ans. Un exportateur sur 10 ? Voilà. Et c'est à peu près le même nombre d'exportateurs que vers le Japon. Donc on peut aujourd'hui dire que la Chine est très clairement sur la carte, dans l'horizon des exportateurs français. Et parmi ces exportateurs, il n'y a pas que des grands groupes. C'est peut-être un autre tabou, une autre fausse idée sur laquelle on peut discuter. Il y a de plus en plus de PME. La majorité des exportateurs sont des PME. 60% des exportations sont bien sûr encore assurées par des grands flux de très grands groupes. L'aéronautique, c'est 30% de nos exportations. Mais la bataille qui se joue aujourd'hui, c'est une bataille du commerce courant. C'est de rapprocher la France et la Chine sur le commerce courant, c'est-à-dire diversifier nos flux d'exportation pour répondre à des nouveaux besoins d'exportation. Ces besoins, ils ont été en quelque sorte énumérés pas plus tard qu'hier par notre ministre Nicole Bricq. Oui. Mieux se nourrir, l'agroalimentaire, transformer, mais aussi des équipements agroalimentaires pour accompagner la Chine dans la constitution de puissance agroalimentaire. Mieux se soigner, avec des hôpitaux qui aujourd'hui, quand on regarde les statistiques de marché public, on voit que la France, General Electric France, mais aussi des entreprises françaises, font partie des pays qui exportent le plus d'équipements médicaux vers la France. Je ne parle pas des biotechnologies. L'Institut Pasteur, Mérieux sont très présents dans ces secteurs-là, puisqu'on est en Rhône-Alpes, je cite ces noms-là. Mieux être en ville, Jean-Pierre Raffarin l'a cité aussi, son implantation dans le Sichuan, c'est pour répondre aussi au besoin de créer des éco-cités en Chine.
Et puis enfin, mieux communiquer. On ne sait pas assez, mais il y a des petites PME françaises extrêmement avancées qui font par exemple des pare-feux. On en a une juste à côté. Il ne fait pas des pare-feux, mais... Pas dans les nouvelles technologies de l'information, mais dans l'environnement. Les agitateurs Mixel sont déjà une référence et progressent très très vite sur le marché chinois. Et donc le dernier segment, c'est les nouvelles technologies de l'information. Et c'est un secteur sur lequel, avec Oseo... Il y a un marché pour les TIC en Chine. Oui, on n'aura pas peur de se bien faire sûr, copier. vendre des logiciels en Chine, c'est pas comme vendre des logiciels en Europe. Il y a un certain nombre de précautions à prendre. Mais aujourd'hui, Dassault Systèmes vend des logiciels CATIA à tous les industriels de Chine. Il n'a pas de compétiteur sérieux sur le marché chinois. Donc il n'y a pas de tabou finalement. Non, je crois qu'il faut commencer par lever les tabous qu'on a ici, qui correspondent à des images de la Chine d'hier ou d'avant-hier. Et essayer de s'ouvrir à ce changement très rapide, formidable, qui nous ouvre des marchés différents, à condition de, bien sûr, faire un effort d'écoute, d'empathie, d'adaptation. Et c'est aussi ça la stratégie de l'État, mais on en parlera juste après. Voilà, bon, on reviendra dessus tout à l'heure. J'avais demandé à Peng Wei un peu, donc vous êtes directeur général adjoint de la Bank of China. Alors, Bank of China, vous êtes là depuis très longtemps en fait en France. Hein. Vous êtes implanté quand ? Alors, il faut tout d'abord que je présente un peu ma banque, parce que contrairement à son nom, Bank of China, ce n'est pas une banque centrale. C'est une banque commerciale qui est l'une des plus grandes banques du monde. La dernière nouvelle que j'ai reçue, c'est que la Bank of China a réélu une des 28 banques systémiques, ce qui signifie qu'il a un poids assez important dans le secteur financier du monde. Autrement, on est la banque la plus ancienne de Chine. On a déjà une histoire de plus de 100 ans. Et nous sommes la banque la plus internationale parmi toutes les banques chinoises. Voilà, donc c'est tout pour la Bible. Vous êtes implanté à Paris. Nous sommes à Paris. Bank of China Paris Branch a été créée en 1986. Donc ça fait déjà 26 ans qu'on est en France. On a travaillé avec des entreprises françaises. Au début surtout des corporates, des grands noms, des grandes marques, et maintenant avec à l'aide de l'internationalisation de la monnaie chinoise renminbi, nous sommes capables de plus de travailler avec les autres entreprises françaises de taille, même des particuliers, des gens physiques. Donc c'est pour ça qu'on a décidé récemment de créer une agence à Lyon. Donc, bienvenue en Rhône-Alpes. Voilà, merci. Et on a déjà reçu, comment dirais-je, une hospitalité assez chaleureuse par les Lyonnais. Et on s'est installé réussitement au 1er rue de la République, tout près de l'Hôtel de Ville. C'est une belle adresse. Et nous comptons sur les Lyonnais de travailler ensemble. Voilà. En préparant ce débat, vous m'avez dit qu'il y a quand même des similitudes entre le système français et le système chinois en termes d'organisation et que nos institutions se ressemblent un petit peu. Est-ce que vous pouvez détailler un petit peu ça ? Oui, à ce moment-là, je vous donne un exemple un peu concret, parce que c'est un exemple, je ne pense pas que tout le monde le connaisse, c'est plutôt le secteur bancaire. Pour les banques, on aura besoin des autorités de tutelle. Alors, dans les différents pays, ce genre d'autorités de tutelle ont été organisées d'une façon différente. Aux États-Unis, c'est OCC. En Grande-Bretagne, c'est FSA. En Allemagne, j'ai oublié le nom, mais en France, c'était la commission bancaire. Maintenant, c'est l'ACP. Et la Chine a fait, si vous voulez, une copie du modèle français. C'est-à-dire, on a créé une commission bancaire, qu'on appelle le CBRC. Nous avons créé une commission monétaire. Et nous avons créé une commission d'assurance qui sont... Pour une fois que c'est en sens inverse et que c'est pas les Chinois qui nous copient, mais bien la Chine qui nous copie, on en est très fiers. Oui, et en plus de ça, il faut que je parle un peu de l'histoire. C'est quelque chose qui est rarement connu en Chine qu'en France. C'est que la Chine a connu une période d'apprentissage. C'était en début du XXe siècle. À l'époque, la Chine a perdu une guerre contre le Japon. Et les gens sont en train de réfléchir, qu'est-ce qui ne va pas dans notre système. Et ils ont trouvé que les Japonais, ils ont beaucoup appris auprès de l'Europe, et surtout de la Grande-Bretagne. Et pour cette raison-là, la Chine a décidé d'envoyer ses meilleurs éléments d'élite partout dans le monde, en la Grande-Bretagne, en Allemagne, au Japon, en Russie, aux États-Unis, etc., etc. Et y compris la France.
Et ces gens-là, et pourquoi je dis ça? Parce qu'ils ne sont pas très nombreux, quelques centaines. Ils sont exactement installés à Lyon, dans l'Institut franco-chinoise. Et ces centaines de personnes, ils sont bien sûr, la plupart d'entre eux sont déjà rentrés en Chine. Et certains parmi eux, je dirais une dizaine, sont devenus des dirigeants très importants dans le Parti communiste chinois, qui deviendraient les dirigeants de l'État chinois, y compris M. Zhou Enlai et M. Deng Xiaoping, qui sont les successeurs de Mao Zedong. D'accord. Alors, aujourd'hui, on parlait du renminbi et de la monnaie chinoise. C'est un des points clés d'ailleurs par rapport aux exportations. On pourrait demander à Philippe Hérault comment il fait, mais en gros, on considère que le renminbi est encore un peu sous-évalué par rapport au dollar ou par rapport à l'euro. Pourtant, il monte régulièrement. Vous voyez ça comment? Je pense que le renminbi va continuer de monter. Hein, dans le grand sens, à moyen et long terme, on dirait ça assez sûr. La chose, c'est qu'aujourd'hui, on a déjà ouvert la porte par les autos chinoises dans la convertibilité de la monnaie chinoise dans le trading. Ça, c'est déjà autorisé, sous certaines conditions. Bien sûr, il y a d'autres conditions. Mais je pense que le plus important, c'est dans l'avenir, moi, personnellement, je compte en moins de 5 ans qu'on va ouvrir les moyens d'investissement. Ce qui est déjà réalisé partiellement, mais sous des... Ce qui veut dire concrètement? Ce qui veut dire concrètement que tous les investisseurs étrangers sont libres à investir directement sur le marché, sur la bourse chinoise. D'accord, en renminbi. Oui. Philippe, vous utilisez le renminbi aussi au quotidien ou vous faites tous les échanges en euros ou en dollars? Alors Philippe Hérault, que je présente, donc il va se présenter d'ailleurs, est industriel et implanté en Chine. Alors effectivement, je suis industriel lyonnais, implanté en Chine et implanté industriellement. Donc le problème du renminbi ne se pose pas chaque fois, puisque la plupart du temps, je fabrique localement pour vendre localement. Donc je traite intégralement en renminbi. La fluctuation du renminbi est évidemment un problème comme l'euro par rapport au dollar. Mais le fait que le renminbi monte me permet d'augmenter encore mes exportations France vers Chine. Je suis de plus en plus compétitif, puisque une des caractéristiques de mon implantation, c'est que je vends beaucoup depuis la France, bien que fabriquant aussi localement en Chine. Donc voilà, le renminbi n'est pas un vrai problème pour moi. Vincent, vous vouliez réagir? Quand on entend les témoignages des entrepreneurs français qui sont en Chine, notamment ceux qui sont implantés, le problème de la fluctuation de la monnaie est nouveau, puisque pendant longtemps, il y a eu un PEG, et donc il faut s'organiser pour faire face à ce problème. Mais en effet, c'est une bonne nouvelle pour l'export que le renminbi s'apprécie par rapport au dollar, et on l'espère par rapport à l'euro. La seule incertitude étant la parité euro-dollar. Le vrai sujet sur la gestion des devises, et c'est ce que votre commentaire nous encourage, c'est la gestion de la devise pour l'entreprise qui est implantée. Et en particulier, quand vous voulez faire un transfert de devise en dehors des opérations de commerce courant vers votre maison mère, vous avez besoin d'un certain nombre d'autorisations qui sont possibles. C'est possible de transférer des dividendes, c'est possible de remonter un certain nombre de frais au titre des services rendus par la maison mère, mais c'est compliqué. Ça amène parfois des entreprises à passer par Hong Kong pour faciliter leur organisation. Et je pense que ce serait une très très bonne nouvelle pour toutes les entreprises qui investissent en Chine et s'organisent pour travailler entre la Chine et la France, que ces évolutions administratives s'accélèrent. Alors est-ce que, M. Peng Wei, est-ce que ce n'est pas aussi, votre établissement n'est pas le fer de lance des entreprises chinoises aussi qui peuvent s'implanter en France? On entend de plus en plus parler d'entreprises chinoises qui investissent en France. Nous les accompagnons. Nous les accompagnons parce que nous, en fait, nous ne sommes pas une banque qui sont très spécialisées dans l'investissement ou dans le M&A. Nous sommes une banque qui est spécialisée dans le commerce international. Mais aujourd'hui, c'est vrai, il y a de plus en plus d'entreprises chinoises qui sont sorties de la frontière et qui sont installées soit en France, soit en Allemagne, un peu partout dans le monde. Mais concrètement, d'après les chiffres que j'ai connus, la France, ce n'est pas la première destination. Pourquoi ça? Je me pose la question. Mais le manquement de l'assistance bancaire, ça pourrait être une des raisons.
Et cela s'explique pourquoi on est en train de travailler là-dessus. On a déjà constaté des entreprises qui sont venues ici, ils ont fait des acquisitions sur des entreprises françaises, des châteaux de vin, des immobiliers, etc., etc. Et on a vu, bien sûr, des touristes chinois qui sont venus dans la galerie Lafayette. Et tout ce phénomène-là, ça interprète que les gens ont besoin d'un service financier plus proche, plus international, plus adapté. Voilà, donc on est là pour ça et je suis fier de vous dire que la majorité d'acquisitions faites par les entreprises chinoises en France ont été financées par nous. Bien sûr, je ne vais pas vous donner des noms, mais vous lisez ça dans la presse. Très bien. Donc ça veut dire qu'il va y en avoir aussi peut-être de plus en plus, ou en tout cas que vous souhaitez et que vous êtes là aussi. Est-ce qu'à Lyon ou en Rhône-Alpes, votre implantation a un rapport avec ça ou pas exactement? Franchement, je ne pense pas que ce genre de tendance va continuer très très rapidement. Enfin, ça va augmenter au fur et à mesure. Vous aurez des investisseurs chinois, mais pas vraiment très beaucoup. Donc avec la Chine, il faut toujours voir avec le temps, hein, c'est ça? Oui, mais je suis plutôt ambitieux de l'autre côté, de l'investissement français en Chine. Qui s'accélère. Donc vous êtes là en gros sur cette présence pour ça. Tiens, j'en profite. Est-ce que vous avez vu du côté chinois un conseil à donner un peu à nos entrepreneurs français sur lequel il faudrait faire attention dans les négociations ou le travers, comme on est vu finalement en Chine, à votre avis? Oui, c'est mon joker. Parce que moi, je suis le seul Chinois sur place autour de la table ronde et je pense que je peux vous donner un petit conseil dans l'interprétation de l'esprit des Chinois. Alors, sur ce point-là, je voudrais donner deux choses. Premièrement, c'est que les Chinois ont souvent un esprit très ouvert. Très, très ouvert. Beaucoup ouvert que ce que vous pouvez imaginer. Je veux donner un exemple. J'aime bien l'histoire, donc c'est un exemple de l'histoire. C'est à l'époque de Louis XIV, on avait un empereur qui s'appelle Kangxi, qui a exactement la même période de Louis XIV. Il a régné la Chine pendant 60 ans. C'est un génie. Oui. C'était un génie. Oui, il est très fort dans la politique, dans l'art, dans le militaire, etc. etc. Et il adore l'art aussi. Il adore l'horloge européenne. Oui. Et il a une passion qui est très spéciale. C'est pas la danse, c'est la mathématique. Alors, c'est l'un des premiers mathématiciens chinois qui a introduit la mathématique européenne, entre guillemets. On avait une mathématique, mais pas sous la même forme, en Chine. Et jusqu'à aujourd'hui, on utilise ces traductions. Ça veut dire quoi? C'était un empereur. Et lui, il est passionné par la mathématique. À l'époque, toutes les sciences européennes ont considéré comme des magies, des choses inofficielles, des choses non régulières, et il a accepté ça, et il a interprété ça en Chine. Et ce même esprit existe aujourd'hui. Si jamais on a rencontré un problème en Chine aujourd'hui, je ne sais pas, de chemin de fer, de pollution, etc., la première réaction des gens, des politiciens ou des entrepreneurs ou de presse, c'est que est-ce que le même problème existe dans les autres pays? Dans les autres pays développés, aux États-Unis, en Europe, au Japon, est-ce que ça existe? Et comment ils résolvent ce genre de problème? Voilà, c'est ça le modèle de réflexion. Permanent, ouverture d'esprit. Exactement, exactement. Et autre chose, je voudrais dire, c'est quelque chose de plus difficile à comprendre, surtout pour les gens qui ne sont jamais allés en Chine. C'est la règle générale. C'est quoi une règle pour un entrepreneur chinois? Qu'est-ce qui donne à sa dette, sa règle d'or, la plus importante? Vous savez quoi? S'il n'y a pas de règle. Aucune règle est bonne quand c'est une règle. Ça, voilà, ça c'est ce que nous pensons. Alors, en région Rhône-Alpes, on a été un peu précurseur, finalement, sur la Chine. Daniel Gouffet, ça fait combien de temps que la région Rhône-Alpes est implantée en Chine? 25 ans. 25 ans. Alors, on s'est implanté à Shanghai, c'est ça? C'est à Shanghai et c'est Alain Mérieux qui a créé, Airail en 1987. Alors, c'était un peu précurseur. L'idée générale, c'est quoi? C'est quoi, d'avoir une tête de pont? Ah, mais attendez. Permettez-moi avant de répondre à deux choses. Oui. La première chose, je veux dire que les investissements en Europe des Chinois sur les PME, PMI dans les régions est de 10 milliards d'euros. Et en 3 ans, ils sont passés en matière d'investissement de 2%
à 10%. Donc, je crois qu'on est parti. Et moi, je souhaite qu'une chose, c'est qu'il y ait le maximum, disons, d'entreprises qui viennent s'installer, chinoises qui viennent s'installer en Rhône-Alpes. Nous avons, si je prends le Japon, près de 140 entreprises japonaises en Rhône-Alpes, et nous n'en avons pas beaucoup encore en matière de chinois. Pour répondre maintenant à votre question, je pense qu'effectivement, les gens qui étaient à la région à ce moment-là étaient des précurseurs pour aller s'installer en Chine, voilà 25 ans. Et aujourd'hui, je pense que la région Rhône-Alpes est en train de profiter, de tirer les fruits de cette installation depuis si longtemps. Car une chose est fondamentale en Chine, c'est que la loyauté, le respect, la fidélité, c'est quelque chose de très fort. Et si Erail, à travers la région et à travers aussi les acteurs de l'économie de la région qui nous ont aidés, nous avons fait tout ce que nous avons fait ces derniers temps avec l'exposition universelle. Alors racontez-nous pour ceux qui ne savent pas. Qu'est-ce qui s'est passé à l'exposition universelle? Très bien. Lors de l'exposition universelle, il y a eu, pour la première fois d'abord, en exposition universelle, la Chine a demandé à ce qu'il y ait non seulement des pays, mais des villes ou des régions qui peuvent venir, disons, exposer ce qu'ils faisaient. C'était la première fois dans les expositions universelles. Et ils ont fait quelque chose aussi de très important, c'est qu'ils ont ce qu'on appelait les bonnes pratiques urbaines. Ils ont créé une zone extraordinaire et très importante qui existe toujours pour voir comment nous pouvons travailler dans les villes. Et ça rejoint, disons, la troisième partie de ce que disait Madame la ministre, Madame Brick, que j'ai eu le plaisir de rencontrer vendredi après-midi. 117 projets ont été proposés. 3 projets de la part de la région Rhône-Alpes, l'éco-construction, lumière et le transport. 2 projets ont été retenus sur les 15 projets. 117, 15 projets, 2 pour la région Rhône-Alpes. D'où l'exposition lumière que nous avons eue pendant les 6 mois. Et je vous signale quand même qu'il est resté, l'éclairage de la vie, enfin d'une partie de la ville. Et enfin, le point le plus important, c'est le bâtiment, 3300 mètres carrés, qui est à la disposition des entreprises rhône-alpines et françaises maintenant. Donc, qui est resté. Donc là, aujourd'hui, on s'en sert comme d'un outil. Il est pérenne. Nous sommes le seul pavillon français à être resté pérenne, le seul. Et en plus, j'ajouterais que nous avons créé aussi en même temps l'école-restaurant Institut Paul Bocuse. C'est une très belle image pour la région Rhône-Alpes, mais pour la France. On parlait de gastronomie à l'instant, donc là, c'est vraiment l'image de la gastronomie. Absolument. Donc voilà, et nous sommes là-bas et nous avons une location avec nos amis chinois, disons, pour 2 fois 5 ans, ce qui est pas mal en Chine, parce que avoir quelque chose pendant 10 ans, c'est déjà pas mal. Et je voudrais dire que travailler avec la Chine, il faut parfois vous tenir un peu tête, mais ne pas céder, mais être respectueux de nos engagements. Et ça, c'est quelque chose de très fort. Tout ce que nous avons dit, nous l'avons fait. Et tout ce qu'ils ont dit, ils l'ont fait également. Et puis mais maintenant, il faut en permanence se battre, mais c'est une bataille très saine et très loyale, et c'est ce que j'aime beaucoup, en fait. Alors aujourd'hui, donc, vous avez combien d'entreprises qui sont implantées dans ce centre? Alors aujourd'hui, nous en avons 27. Avant où nous avions 18 places. Maintenant, nous en avons 35, 37. Et là, nous en avons 27. 27. Donc, il y a encore 10 places potentielles pour des entreprises françaises qui voudraient s'y implanter. Bien sûr, mais ça progresse en permanence. Il n'y a pas que des entreprises françaises maintenant. Hein, parce que je pense qu'il faut bien comprendre que la Chine, pour moi, c'est dans les 20 ans, c'est ce qu'on dit dans les 20 ans, ils auront un PIB supérieur aux États-Unis. Oui. Donc ça, il faut quand même le penser. Vers les années 2030, le PIB, disons, de la Chine sera supérieur à celui des États-Unis. Les gens ne se rendent pas compte de ce qui se passe. Qu'on n'ait plus qu'une progression de 8% à l'heure actuelle de croissance, moi je prends dès demain pour toute l'Europe, vous en doutez bien. Mais ce qui est important, c'est qu'ils ont beaucoup travaillé sur la côte Est. L'an dernier, ils ont mis plus de 500 milliards de yuan pour travailler dans le centre de la Chine, ce que vous disiez tout à l'heure. Et il est clair que là, maintenant, le développement va se faire plus vers le centre qu'au niveau de la côte. Vous allez suivre ce développement? Absolument. Nous sommes
en discussion aujourd'hui pour créer, avec Ubifrance, même avec Sopexa, disons un siège à Chengdu. Parce que Sichuan est quelque chose qui se développe beaucoup. Donc voilà. Vincent, vous êtes implanté où, Ubifrance? Vous êtes dans combien de villes? Ubifrance a 7 bureaux sur le territoire chinois. Donc nous sommes implantés dans les villes phares, Shanghai, ville de salon, ville phare pour la présence française, 50% de la présence française est à Shanghai, à Pékin, Pékin ville politique, mais aussi ville d'affaires, et en particulier avec les grandes entreprises d'État qui sont des partenaires importants et intéressants pour tout notre secteur industriel. Nous sommes implantés dans le delta de la rivière des Perles avec Canton, historiquement, Hong Kong, qui reste un pôle important pour les biens de consommation, mais aussi Shenzhen pour les nouvelles technologies, où nous avons un bureau, ainsi que Rai, où nous sommes dans les mêmes locaux voisins, et nos équipes travaillent en très très bonne entente. Et puis nous sommes présents donc à l'intérieur de la Chine avec Wuhan, ville française par excellence, si je puis dire, avec un vol direct entre Paris et Wuhan, ouvert récemment par Air France, une forte présence industrielle, 150 PME déjà présentes dans ce bassin et des perspectives de croissance incroyables. Et puis Chengdu, où nous hébergeons, comme Jean-Pierre Raffarin l'a mentionné aussi, un jeune Français qui est chargé de justement travailler à une meilleure implantation des entreprises françaises dans la durée, dans cette ville qui est une ville phare pour tout ce qui est nouvelles technologies, jeux vidéo. Vous avez Ubisoft, vous avez Virtuos, vous avez de grands développeurs de jeux vidéo, vous avez un pôle aéronautique important et vous avez une dynamique de consommation dans ces zones, plus que Chongqing d'ailleurs, qu'on n'imagine pas forcément quand on regarde la Chine de loin, où on a l'impression de voir un très gros pays, alors qu'en réalité, il faut aborder chacune de ces régions en tirant parti de toutes leurs particularités. Alors Philippe Hérault, vous êtes implanté où? Alors Philippe, vous fabriquez des agitateurs, c'est ça? Oui, je fabrique des mélangeurs industriels. Les agitateurs, dans l'industrie, ça sert pour le traitement de l'eau. Ça sert pour la chimie, la pharmacie, la cosmétique, l'agroalimentaire, tout ce qu'on a cité comme industrie qui doivent se développer dans les années qui viennent. Donc moi, je suis implanté à Pékin. C'est un choix stratégique parce que je voulais éviter la zone de Shanghai où il y a un turnover extraordinaire. Mixel est une PME. Je ne peux pas me payer des changements de personnel en permanence. Et de fait, depuis 7 ans que je suis à Pékin, mes ouvriers d'origine sont encore chez nous. Vous avez combien de personnes? J'ai 15 personnes maintenant en Chine, dont une à Shanghai quand même pour la partie commerciale. D'accord. Il faut être quand même à Shanghai pour le côté commerce. On ne peut pas passer à travers parce qu'il y a beaucoup d'activités qui se passent là-bas. Oui, il y a beaucoup d'activités. Il y a beaucoup d'activités industrielles. Beaucoup de mes clients, même européens ou français, sont à Shanghai. Je ne peux pas me passer d'une présence commerciale. Et puis à Shanghai, il y a aussi une très grosse activité industrielle, mécanique, sous-traitance. Donc j'ai aussi besoin d'avoir un pied là-bas pour trouver certains partenaires pour produire localement. Bon alors, c'est quoi? C'est une délocalisation de l'activité sur place. Je fais un peu de provocation, Philippe. Parce que... Je l'aime bien celle-là de provocation parce que non, c'est une localisation. Alors la différence entre délocalisation et délocalisation, on fabrique en Chine pour vendre sur les pays où on vendait avant. En ce qui me concerne, je me suis implanté en Chine pour vendre en Chine. D'ailleurs, cette implantation me fait faire plus d'exports de la France vers la Chine qu'avant. Paradoxalement, le fait de produire en Chine me fait produire plus en France pour la Chine. Le fait d'être présent sur le territoire chinois rend mes clients confiants. Ils voient à qui ils ont affaire, ils savent que je suis présent, ils savent que je peux les suivre. Et du coup, ils me font confiance pour me passer des commandes qui parfois dépassent la capacité que j'ai sur l'usine chinoise. Très récemment, j'ai pris la plus grosse commande historique de mon entreprise. Nous avons produit 75% en France, alors que c'était un client chinois pour une installation en Chine et mon équipe commerciale chinoise qui avait pris cette affaire. Donc la valeur ajoutée, c'est quoi? C'est de pouvoir se placer quand même en prix, parce qu'en l'occurrence, je pense que ça permet de produire un certain nombre de composants moins chers, ou c'est la présence locale, de dire je suis chez vous, donc quelque part je suis capable de suivre les commandes. Alors il y a un petit peu des deux. La chose la plus importante, c'est déjà que j'ai gardé en France toutes les études. C'est-à-dire que le cœur du métier est en France. En Chine, je gagne un petit peu sur le prix de revient, parce qu'en réalité, en Chine, quand on veut faire de la qualité, c'est cher. Les Chinois savent faire de la très bonne qualité, contrairement aux idées reçues. Mais il faut mettre le prix. Quand on va en Chine pour acheter un bas prix, on a la qualité qui va avec. Moi, je fabrique la même qualité. Je dis couramment que c'est du made by Mixel.
c'est pas du made in China ou du made in France. Le made by Mixel, ça veut dire que c'est la même qualité qu'en France. Donc ça a un coût. Donc je ne suis pas spécialement low cost en Chine. En revanche, j'économise du délai, j'économise des frais de transport, d'emballage et de taxes douanières. Donc en étant présent en Chine, mon avantage concurrentiel sur le marché chinois, c'est un mix de tout ça. Daniel Gouffet, l'avenir, c'est des entreprises comme celle-là qui font un peu des deux, c'est-à-dire un peu de production industrielle pour le marché local, ou est-ce qu'on peut vendre aussi commercialement de façon assez traditionnelle? Les deux. Les deux. Ça marche? Oui, ça marche. Excusez-moi. Les deux, bien sûr, ce que fait Mixel, je connais bien. Ça, c'est une possibilité. Mais nous aurons beaucoup plus d'entreprises, nous allons entraîner et emmener beaucoup plus d'entreprises PME, PMI et ETI, pour aller dans le sens aussi de ce qui est en train de se faire au niveau du gouvernement français. Nous allons quand même avoir des entreprises beaucoup plus spécialisées sur nos pôles de compétitivité, les clusters des PME, PMI innovantes et les ETI. Et nous devons les entraîner, les emmener au niveau de l'exportation. Mais je voudrais rajouter quelque chose. Pour moi, une des erreurs, s'il a pu réussir, je le félicite, très bien. Mais pour moi, un des problèmes de notre export aujourd'hui, c'est que nous avons tendance à ne pas suivre de façon pérenne et de façon durable nos entreprises. Il est nécessaire, lorsque nous emmenons des entreprises à l'export, c'est que, elles soient qualifiées pour le faire et qu'on ne dise pas oui systématiquement. Il faut savoir refuser, disons, des entreprises à l'export. Et deux, et ça c'est certainement plus important, et j'espère qu'avec la banque publique d'investissement qui va se mettre en place dans nos régions et gérée par les régions, il sera nécessaire également pendant les 3 ans de suivre de façon durable, de façon pérenne les entreprises pour les aider, soit à s'implanter comme vous avez fait, ou soit à les aider, disons, à travailler au niveau de l'export. Si on ne fait pas ça, on aura des problèmes et ce n'est pas comme cela qu'on réglera notre déficit commercial. Peng Wei, vous êtes prêt à financer des entreprises françaises qui veulent se développer sur le marché chinois? On a déjà fait ça. On a déjà fait ça. On en a fait plusieurs projets à propos de ça. Et je voudrais donner un commentaire sur l'exemple de Mixel, qui est, à mon avis, un exemple très, très réussite. Je pense que la Chine a été considérée comme l'usine du monde il y a 5 ou 10 ans. Et maintenant, la Chine a été considérée le plus consommateur du monde. Je pense que la Chine est ni l'un ni l'autre, ou bien les deux. Pour moi, la Chine, c'est une plateforme idéale pour développer vos activités. Alors, j'ai récemment lu un article écrit par un économiste chinois qui dit que la Chine dispose 3 conditions pour sa réussite économique. C'est quoi ces 3 conditions? C'est premièrement la main-d'œuvre moins chère, qualifiée, plutôt moins. C'est une condition qu'il est en train de perdre. Ce que vous avez dit, une délocalisation de l'Est vers le centre, ça justifie ça. Et deuxième chose, c'est de fonds relativement faciles à récupérer pour déclencher vos activités. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai jusqu'à aujourd'hui. Et nous sommes prêts pour le faire. Et troisièmement, le troisième élément de cette réussite, c'est un marché vaste. Le marché chinois est énorme. Ce qui fait la différence entre nous et le Japon, puisque vous avez comparé avec l'entreprise japonaise, c'est que nous, les entreprises chinoises, ils ont plutôt la tendance de travailler avec leur clientèle domestique. Supposons, c'est facile, si vous fabriquez de mélangeurs ou de chaussures, je ne sais pas, vous avez une clientèle de 1,3 milliard, ce qui est incomparable dans le monde entier. Donc, une fois que vous avez sorti votre produit, vous n'avez pas besoin de faire exportation, vous n'avez pas besoin de préparer des manuels en différentes langues, vous n'avez pas besoin de se conformer à la loi locale. Vous faites une fois pour toutes, et la seule chose que vous devez résoudre, c'est le problème de transport. Philippe, les salaires, ça a beaucoup augmenté en Chine là, depuis que vous êtes présent? Ah oui, ça c'est phénoménal. On est sur une courbe pour les cadres de facilement 20% par an ces dernières années. 20% par an? Oui. Suivant les zones, on est vraiment ça, surtout si on veut les garder, parce que le turnover existe quand même à Pékin. Et sur les ouvriers, on est largement sur ce phénomène-là. Il faut savoir qu'aujourd'hui, beaucoup de Chinois préfèrent aller travailler dans des entreprises chinoises que dans les entreprises occidentales.
ce qui n'était pas le cas avant, parce qu'ils sont bien payés aussi, voire mieux dans les entreprises chinoises. Donc on doit gérer cette inflation pour garder les bons. Mais ça n'est pas un problème quand on est en localisation comme je le suis, puisque finalement je m'adapte au marché local, et moi plus les Chinois seront riches, plus ils auront envie de consommer du cosmétique, de la pharmacie propre, de l'eau potable, et plus ils auront envie d'avoir de la qualité de la vie qu'on sait leur apporter avec les technologies occidentales. Directeur de filiale, il est chinois ou il est français? Il a été chinois pendant 6 ans, et il est français maintenant. Pourquoi? Conjoncturel, j'ai trouvé un très bon, et puis voilà, c'est un Lyonnais même. Enfin, il a fait ses études à Lyon. Vincent, vous voulez réagir? Il parle chinois. Alors, et oui, il est très engagé. Il parle chinois couramment, je l'ai trouvé sur place, et il est l'idéal d'interface culturelle, puisqu'il est marié à une chinoise, il a la culture chinoise c'est un biculturel complet. C'est un biculturel complet, c'est fondamental. rare. C'est fondamental. Oui. Je voulais rebondir sur China's not cheap. La Chine n'est plus si chère qu'avant, n'est plus si bon marché qu'avant, et construire une stratégie qui consiste à se délocaliser en Chine pour produire pas cher, en zone dollar, certes, mais pas cher, est une stratégie qui ne tient plus aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple. Je discutais avec un développeur, un patron d'une entreprise de logiciels extrêmement pointue, qui fait son développement à Pékin depuis 10 ans. En prolongeant les courbes, il s'est rendu compte qu'aujourd'hui, d'ici 3 ans, il avait intérêt à tout rapatrier en Tunisie pour faire du développement logiciel. Simplement, il avait, et je rebondis aussi et je surenchéris sur les remarques de M. Peng Wei, il avait complètement fait abstraction du marché chinois. Et aujourd'hui, il servait tous les grands comptes mondiaux, sauf les grands comptes chinois. Donc, qu'est-ce qu'on a fait avec lui? On s'est engagé à le mettre en relation avec des grands comptes chinois, China Unicom, Datang, des télécommunications chinoises qui achètent ce type de logiciel. Et aujourd'hui, il a revu complètement sa stratégie, il a consolidé sa présence en Chine, mais pas simplement pour outsourcer des fonctions qu'il aurait pu faire ailleurs, moins chères, plus proches de la France, mais pour vendre sur le marché chinois. Et donc, il faut fréquenter ces grands comptes chinois, apprendre à les connaître. Ça prend du temps. Il faut des sucres lents, il faut être capable de financer en effet cette présence sur le marché chinois parce que ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course qui, sans doute, si on en croit nos success stories, il faut 2-3 ans pour commencer à décoller, à prendre une vitesse de croisière sur le marché chinois, n'est-ce pas Philippe? Philippe, oui, il faut 2-3 ans voilà. Pour commencer à comprendre le marché. Il faut du volontarisme au niveau du patron pour s'engager parce que c'est un investissement. Et c'est pas un petit investissement, c'est peut-être 100 000 euros par an en développement commercial, en développement de l'entreprise. C'est une présence, c'est 3-4 déplacements du patron par an. Et c'est des financements dans la durée, une approche dans la durée. Et donc c'est un peu, ça fait écho à la stratégie qu'on a à Ubifrance Chine, Ubifrance Monde, d'accompagner les entreprises avec un effort volontariste de présence forte sur des plateformes collectives que sont des grands salons réputés au niveau mondial, des grandes marques, avec une forte préparation avant les salons, un suivi après les salons, et ensuite un accompagnement individualisé dans la durée de ces entreprises pour que l'effort commercial qui a été fourni au moment où on est présent sur le salon, on traduit sa documentation, on l'adapte, se traduise ensuite par un engagement dans la durée sur 2-3 ans d'accompagnement individualisé. La Chine, c'est un grand marché, mais parler de grandeur, ça peut faire peur. Moi, j'ai en tête toujours un entrepreneur qui est franc-comtois, qui réussit très bien dans l'environnement, qui va au Chili, qui va dans des plus petits pays, et qui m'a dit un jour, la Chine, c'est trop grand pour nous. En quelque sorte, c'est trop grand, parce qu'on ne peut pas rentrer en compétition avec des grands groupes industriels chinois qui ont une stratégie de faire beaucoup de volume, petite marge, petit prix. Mais c'est plein de niches industrielles sur lesquelles on a encore une longueur d'avance, on a des apports technologiques à faire, et c'est sur cet aspect d'avantage technologique à asseoir dans la durée qu'on peut continuer à faire valoir la présence française et la développer sur le marché chinois. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Daniel? Oui, je suis d'accord avec tout ce que vous venez de dire. Il ne faut pas que vous oubliez qu'il y a entre 50 et 80 millions de Chinois qui, tous les ans, montent d'une étape pour devenir, disons, des gens qui sont capables. Classes moyennes. Voilà. Et ça, c'est quand même très important. Et ça ira dans ce sens-là encore pour les...
On a combien de Chinois qui aujourd'hui peut être considéré dans les classes moyennes? On dit 200, 250 millions, d'après les évaluations qu'on lit. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 10 ans, pour réussir dans le retail, dans la distribution, la Chine s'est ouverte en 2001, 2003, 2004 complètement à la distribution. Carrefour s'est beaucoup développé, Auchan, etc. Pour réussir en Chine, il fallait aller vite, faire de la masse tout de suite et faire simple. Aujourd'hui, le marché est en train de se sophistiquer. On commence à avoir des consommateurs qui veulent être différents, qui veulent se différencier en achetant des marques un peu nouvelles qui ne sont pas forcément dans le top 3. Et ça, c'est des grandes opportunités pour tous les savoir-faire français des artisans qui aujourd'hui peuvent s'équiper en se rassemblant, pourquoi pas, en profitant du showroom des rails, qui est un excellent instrument aussi dans cette boutique au rez-de-chaussée de l'espace Erail pour faire valoir leurs produits et montrer leurs différences. Deng Xiaoping mangeait du fromage. Et les Chinois le savent. On attend encore les fromagers français. C'est ça, oui. Les Chinois mangent du parmesan, ils mangent de la mozzarella, ils connaissent le fromage italien. On attend encore les exportateurs de fromage français et on s'emploie à le faire. La charcuterie, on est en train de négocier. On a la France à 50% de part de marché des huîtres importées en Chine. Voilà, tous ces éléments de consommation sont des éléments qui montrent qu'il y a une forte curiosité du consommateur chinois et qu'il faut l'utiliser pour nos développements. La France, n'oubliez pas, a quand même été un pays qui fait des produits de luxe extraordinaires. Et les Chinois sont très demandeurs de ces produits de luxe, mais pas uniquement, disons, du Vuitton, etc. Ils veulent des produits et des produits qui ont une marque spécifique. Et puisque vous avez parlé du pavillon Rhône-Alpes, j'espère pouvoir vous annoncer, mais nous avons déjà démarré, que le Jabi, que tout le monde connaît ce qui s'est passé ces derniers temps, viendra s'installer dans notre pavillon pour des produits, leurs propres produits, et des produits qui sont des produits de luxe quelque part. Donc vous voyez qu'il y a le marché. On arrive à la fin de ce débat. Philippe, peut-être un conseil, un dernier petit conseil pour un entrepreneur français qui veut s'implanter en Chine. Est-ce qu'il y a un truc qu'il ne faut pas oublier? Alors, on en a touché un tout petit mot tout à l'heure par rapport à mon collaborateur. L'interculturel est fondamental. Il faut comprendre les attentes des Chinois, il faut comprendre leur culture. Il est plutôt intéressant d'apprendre un petit peu le chinois. Ils tiennent, hein? Ils tiennent le chinois, de façon à se plonger un peu dans cette culture pour comprendre leurs attentes. Je voudrais faire une remarque quand même particulière sur la difficulté des PME françaises pour s'installer en général à l'étranger, en particulier en Chine, si on fait la comparaison avec les Allemands. Le problème aujourd'hui, il est lié entre autres au fait que les grands groupes français ne jouent pas complètement le jeu de nous privilégier un petit peu sur ces marchés pour nous permettre de nous mettre le pied à l'étrier. C'est quelque chose, la conscience a été prise de ça, c'est quelque chose qui est dans l'air du temps mais pas encore dans les faits. Les Allemands partent avec tous leurs fournisseurs. Vous visitez une usine allemande, une usine allemande en Chine, même les ponts roulants viennent d'Allemagne. On est loin de ça avec les usines françaises. Les grands groupes français sont présents, on l'a dit. Ils sont très puissants, très forts. Il faudrait qu'il y ait un petit peu plus de patriotisme économique. Je n'ai pas parlé de protectionnisme, de patriotisme économique. Et là, les PME pourront partir, mettre le premier pied. Et quand on a le premier pied, les premières références, le reste, ça se déroule beaucoup plus facilement. Un mot de conclusion, quelqu'un d'entre vous? Écoutez, il n'y a pas que la Chine, puisqu'il y a le monde entier, et je peux vous affirmer qu'il y a des marchés extraordinaires dans l'Amérique latine. C'est énorme ce qu'on peut faire. Il faut sortir de ses frontières, donc. Il faut oser. On peut même oser avec les Chinois en Amérique latine ou en Afrique. Absolument. Ça fait 3 ans qu'on travaille avec la China Exim Bank, la banque de l'import-export. Et la China Exim Bank joue absolument le jeu de présenter à nos entreprises françaises des grandes entreprises qui financent pour gagner des marchés au Brésil, en Afrique, dans des appels d'offres internationaux où les entreprises chinoises ont besoin de s'associer avec des entreprises françaises pour être encore plus compétitives. J'étais la semaine dernière dans le Shandong. J'ai rencontré une grande ingénierie chinoise qui m'a demandé si les Français avaient une technologie pour traiter les déchets des distilleries de vinasse, je sais qu'il y en a en Rhône-Alpes, il y en a en Rhône-Alpes, et si une entreprise dans la salle dispose de cette technologie, je peux les présenter à cette ingénierie qui va répondre à un appel d'offres au Brésil, très important,
La Chine est terre d'opportunités. Merci à vous tous. Je vous conseille la sortie du très bon guide sorti par Classe Export et qui est disponible à partir d'aujourd'hui eh bien, écoutez, sur Internet ou en kiosque. Je vous souhaite une bonne réussite à tous en Chine, puisque là, je pense qu'on a un peu fait la preuve sur ce débat malheureusement trop court, qu'en tout cas, c'est possible et qu'il y a un marché important pour nos entreprises chinoises. On se retrouve sur les antennes de TLM pour un autre débat dans la journée, notamment autour des grands chantiers de l'exportation. Merci à vous tous.